On va être ensemble pendant environ 45 minutes, même plus que ça, je dis 1h15. Non, excusez-moi. 1h15, si c'est ça, pour pouvoir échanger dans cet atelier qui s'intitule Acceptabilité des projets, comment susciter l'adhésion. Vous le savez, les grands projets de production d'hydrogène sur des sites industriels se développent. On parle de stockage massif, de transport d'hydrogène, de stations de recharge, parfois dans des zones urbaines. On parle d'usines, de nouvelles usines qui s'installent sur les territoires. Clairement, à travers toutes ces transformations, l'hydrogène dans nos territoires devient une réalité. Mais un des défis pour pouvoir continuer ce développement et potentiellement même accélérer, il faut gérer l'acceptabilité de ces projets. On va essayer de répondre aux questions comment sont accueillis ces projets, notamment dans les phases amont de concertation ou dans leur phase après de fonctionnement et comment répondre aux questionnements de toutes les parties prenantes, qu'elles soient citoyennes, administratives, politiques parfois et aussi commerciales, industrielles. On a la chance d'avoir un tour de table de grande qualité. Je remercie nos intervenants et nos intervenantes pour leur disponibilité. En quelques mots, donc moi je suis Olivier Catera, je suis le délégué général du pôle de compétitivité Tenerdis. Donc on est une association sur Auvergne-Rhône-Alpes, on est partenaire de l'événement avec les autres pôles de compétitivité et la région. Et dans les thématiques du pôle, qui est là pour fédérer les acteurs de la transition énergétique et favoriser des projets d'innovation, on traite bien entendu de l'hydrogène. Et j'ai aussi une mission d'animation de la délégation régionale de France Hydrogène qui est très dynamique sur Auvergne-Rhône-Alpes. Vous l'avez vu, on a plusieurs grands projets de Améthyste à Imagine qui fédèrent beaucoup d'acteurs sur le territoire. Je vais me tourner vers nos intervenants. Je vais commencer par présenter Jean Froin. Jean Froin, je vous laisse lever la main, comme ça on vous identifie. Vous êtes directeur des opérations pour Impulsion. Vous êtes salarié de Engie au sein de l'entité ESH2 et qui sont spécialisés sur l'hydrogène. Vous êtes issu de la marine marchande et vous avez travaillé sur des navires gaziers et pétroliers. Depuis plus de 8 ans, vous êtes spécialisé sur la mobilité décarbonée, aussi bien sur la maîtrise d'œuvre puis la maîtrise d'ouvrage. Vous êtes en charge de la coordination et la gestion des activités liées au déploiement et à l'exploitation des stations du réseau Impulsion en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Jean de votre présence. On va avoir à côté ici Christophe Turpin. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous avez consacré votre vie professionnelle, déjà 25 ans de spécialisation sur les systèmes hydrogène, piles à combustible et électrolyseurs dans le cadre d'applications de mobilité lourde, des problématiques d'avion ou de poids lourds et stationnaires. Aujourd'hui, vous participez en tant que porteur scientifique et technique du Technocampus Hydrogène Occitanie que vous aurez l'occasion de nous présenter juste après. À votre droite, nous avons Antoine Decour, qui est le responsable développement sud-est de Life, donc un acteur clé du paysage de l'hydrogène, qui est présent dans la région avec un site de production sur SLS Actipark, une production en Auvergne-Rhône-Alpes dans la vallée du Grésivaudan de production d'hydrogène. Et vous nous parlerez de l'activité de Life dans la zone sud-est. Nous avons également... ah oui, j'ai loupé quelques éléments, pardon, pour Antoine. Vous avez commencé votre carrière chez EDF avant de rejoindre le syndicat des énergies renouvelables, où vous avez défendu les filières éolien en mer et hydroélectricité, donc d'où une maîtrise des enjeux d'acceptabilité de certains projets. Puis Calista Énergie en tant que responsable du développement de projets ENR. Et donc vous êtes depuis 3 ans chez Life, notamment pour le site du Chalat dont je parlais juste avant. Et nous avons François Dedieu, qui est directeur de la stratégie chez H2V. Voilà, en plus, les photos ont été mises à jour. Merci à l'équipe support de France Hydrogène et de la région. François, vous travaillez pour H2V, donc qui porte des projets d'investissement, de fabrication massifs. Et donc, vous nous parlerez aussi de votre expérience dans la conduite de ces grands projets. Je crois que je n'ai oublié personne. Ah pardon, excusez-moi, alors j'ai oublié Myriam.
Ça fait un beau tour de table avec plusieurs intervenants. Donc Myriam Merad, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes membre de l'unité mixte de recherche LAMSAD avec l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes intégré dans le projet PEPR Hydrogène décarboné qui s'intéresse aux problématiques de soutenabilité et d'analyse multicritères. Ça fait plus de 20 ans que vous suivez des projets hydrogène et en tout cas des projets d'acceptabilité. Et vous me disiez en préparant cette table ronde que vous aviez déjà même porté un projet clin d'œil à ce projet ID il y a déjà 20 ans sur des problématiques similaires. Je vous propose de démarrer sans plus attendre, une fois que vous ayez une bonne vision de nos intervenants, sur une première question. Notre format va être structuré en 2 temps. On aura un premier tour de table et chaque intervenant va répondre à une question et amener un peu de matière sur les différents projets pour que vous ayez une meilleure connaissance des grands projets hydrogène et de leurs difficultés. On pourra avoir une séquence au milieu de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à préparer, si vous avez des questions, soit sur les projets qui vont être présentés, soit sur les blocages qui vont être identifiés et les solutions proposées, de vous manifester. Et puis on aura un deuxième tour de table, encore plus concret dans la logique proposition de solutions sur les leviers pour renforcer l'adhésion au projet. Donc pour dresser cet état des lieux de l'acceptabilité perçue et vécue par les acteurs, autour d'exemples concrets, je me tourne vers Jean Frein pour Impulsion. Dans le cadre du déploiement des stations Impulsion, quelles ont été les principales attentes ou inquiétudes exprimées par les acteurs locaux ou les usagers? En prenant le micro et en le posant sur le menton pour qu'on vous entende bien. Alors effectivement, Impulsion aujourd'hui essaie de mailler le territoire Auvergne-Rhône-Alpes en station de distribution hydrogène comme carburant, et avec notamment un développement principalement basé à proximité des grands axes routiers et principalement en zone périurbaine, vous en faisiez mention tout à l'heure, et urbaine. Et donc effectivement, on rencontre beaucoup les usagers, les services publics, etc. pour faire accepter nos projets et autoriser le déploiement de nos infrastructures. Aujourd'hui, effectivement, vous parliez tout à l'heure des usagers, des gens qui vont utiliser l'installation. Vous parliez également de la partie plutôt service public. On retrouve les mêmes questionnements systématiquement autour de 4 grands axes qui sont principalement, dans un premier temps, la sécurité. La sécurité de l'installation, la sécurité du transport, parce qu'on utilise aujourd'hui des camions de citernes d'hydrogène en vrac gazeux pour transporter l'hydrogène. Donc là, il y a des grandes questions qui se posent de la part des services publics, type les pompiers, sur qu'en est-il de la sécurité, comment vous assurez la sécurité des avitaillements, des installations, de la logistique et également sur les véhicules. Il y a un autre aspect qui est non négligeable, c'est la pertinence écologique. Là, on va retrouver dans le grand public des questionnements principalement sur... Aujourd'hui, on nous offre un grand panel de mobilité, la mobilité électrique, GNC, GNL, etc. Et donc, quid de l'hydrogène aujourd'hui sur LinkedIn? On est fréquemment challengé sur... Est-ce que vos projets sont pertinents compte tenu de l'efficacité énergétique, du rendement des installations, la logistique associée, etc. Et donc c'est quelque chose sur lequel on doit faire beaucoup de pédagogie. Il y a un aspect aussi non négligeable pour les collectivités et pour les usagers qui est la pertinence économique. Pour le coup, là c'est symbolisé par globalement 2 grandes questions qui sont combien est-ce que je vais consommer ? Quelle est finalement l'autonomie du véhicule et également en euros du kilo, combien est-ce que ça va me coûter. C'est des questions qu'on se pose nous au jour le jour et c'est des questions en tant qu'usagers et donc c'est des questions qui sont posées bien évidemment par les usagers des stations hydrogène. Et on va retrouver pour la partie collectivité des questions qui se posent sur finalement l'investissement qu'ils vont devoir porter en termes de maintenance du véhicule, en termes de maintenance des installations. Combien est-ce que ça va concrètement me coûter d'opérer une flotte de cars de véhicules hydrogène. Et enfin, le 4e aspect, là c'est pour le coup quand Impulsion a la chance de voir d'ici fin d'année entrer en exploitation une demi-douzaine de stations hydrogène pour porter le total à 12 stations de distribution d'ici fin d'année. Là on retrouve la réalité terrain, la réalité, le pragmatisme opérationnel. Et quand je dis pragmatisme, c'est pour un opérateur de flotte, il y a un service public ou un service véhicule à gérer. La question qui va se poser, c'est est-ce que j'ai une installation qui est robuste,
qui est fiable? Est-ce que effectivement je vais être en capacité d'assurer le service et de transporter les passagers au jour le jour? Donc finalement, aujourd'hui, Impulsion et les autres acteurs de la filière, c'est 4 grands piliers qui sont la sécurité, d'une part, et la préoccupation de tous, et les 3, la pertinence économique, écologique et technologique. Ce sont les 4 grands finalement piliers, je les appellerai comme ça, qui permettent de susciter l'adhésion et sur lesquels on doit travailler un peu au jour le jour. Et aujourd'hui, les questions d'acceptabilité sur ces 4 points, donc sécurité, environnement, économique et technologique, vous les avez sentis très tôt, avant que le projet voie le jour, ou ils arrivent plutôt quand les stations sortent de terre, que ça commence à être visible et que les questions deviennent peut-être plus prégnantes? Alors ça arrive en phase très avant-projet. Globalement, notre stratégie côté Impulsion, c'est vraiment de faire de la pédagogie très tôt. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'avant-projet, lorsque l'on va identifier des terrains, il y a des riverains à côté, il y a des entreprises, donc des chefs d'entreprise qui doivent protéger leurs salariés. Il y a tout un tas de questions et donc finalement, ce qui arrive le plus tôt, c'est la sécurité. Et après, progressivement, finalement, on change un peu de prisme et donc finalement, on arrive à transformer l'aspect sécuritaire. Et il y a d'autres questions un peu plus pragmatiques, alors pas pragmatiques, pardon, mais un peu plus opérationnelles qui arrivent. Typiquement, voilà, comment est-ce que je vais, quelle ligne je vais passer à l'hydrogène, combien est-ce que ça va me coûter de manière très concrète, et finalement, vos périodes de maintenance, quand est-ce que vous allez les effectuer. Donc, ce sont des questions qui arrivent finalement tout au long du projet, avec des questions qui arrivent finalement très en amont, avant même finalement les études de conception. Merci pour ces premières contributions sur Impulsion. Je me tourne vers Christophe Turpin. Donc, on a introduit le concept du Technocampus H2 à Francazal. Comment est-il inséré dans son environnement? Est-ce que vous pourriez nous présenter déjà ce Technocampus et quelles ont été les réactions que vous avez observées de la part des parties prenantes locales? Sur Menton. Donc, quelques mots effectivement sur le Technocampus pour comprendre effectivement dans quel contexte finalement les difficultés ont été rencontrées. Donc, le Technocampus Hydrogène Occitanie, c'est un centre d'essai qui est totalement public, financé par de l'argent public, 45 millions d'euros d'infrastructures, 20 millions d'euros d'équipements scientifiques, qui implique donc 4 laboratoires du CNRS. Et donc qui vise à réunir justement le savoir-faire expérimental et les équipements de ces 4 laboratoires et de pouvoir accueillir, au-delà de la recherche de ces 4 laboratoires, des prototypes industriels, piles à combustible, électrolyseurs, moteurs à combustion à hydrogène, stockage aussi, jusqu'à une puissance de 1 MW pour les piles à combustible électrolyseurs, et aussi offrir un volet formation pratique. Donc présenté comme ça, on s'est dit c'est porté par la force publique, bon ça va bien se passer. Bon, sauf que en fait, quand on veut faire des essais à 1 MW, il faut quand même pouvoir stocker un minimum d'hydrogène quand on veut avoir de l'autonomie. Donc on a décidé avec donc les financeurs publics et les acteurs aussi qui sont impliqués dans le projet d'aller donc demander une autorisation préfectorale pour pouvoir stocker entre 1 tonne et 5 tonnes d'hydrogène. Donc bien sûr, ceux qui connaissent la procédure, cette procédure enclenche tout un tas de mécanismes. Alors d'une part, il faut avoir conscience que ça déclenche quand même tout un tas de respect de normes, de calcul de cercles létaux, d'explosions, etc. Donc ça, c'est les aspects techniques. Donc c'est intéressant quand même toutes les questions qui sont posées, qu'on ne se pose pas forcément ou pas, on va dire, obligatoirement quand on est en dessous d'1 tonne. Et puis après, il y a, là c'est le grand saut dans l'aventure, c'est toutes les enquêtes publiques. Toutes les enquêtes publiques. Alors nous, en fait, il s'avère que Francazal, donc j'imagine que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est Francazal. Donc Francazal, c'est un ancien aéroport, une ancienne base militaire de l'armée française, qui a été dont les territoires ont été rachetés par Toulouse Métropole, qui a justement cherché à redynamiser et réinventer un futur
pour ces territoires. Et donc, on a proposé l'énergie de se tourner vers les énergies du futur. L'intérêt de ça, c'est qu'on est juste à côté d'un aéroport, qui est le second aéroport de Toulouse, qui accueille essentiellement des BizJet et puis des avions militaires qui sont soit, on va dire, en conception ou soit utilisés. Donc, on a été soumis à plusieurs enquêtes publiques pour pouvoir, d'une part, retransformer cette zone d'activité en une zone pouvant accueillir un technocampus. Donc, première enquête publique. Et puis, une deuxième enquête publique liée au fait qu'on n'avait pas pensé à tous les détails qui impliquaient ça, donc qui étaient liés à l'urbanisme. Et puis, la troisième enquête publique, l'officielle, celle qui est liée à la procédure ICPE. Voilà. Donc, voilà, en fait, pour la faire très courte, et je développerai peut-être après s'il y a des questions. Bon, au fur et à mesure, en fait, moi, je n'étais pas préparé. Donc, je m'étais dit, un centre d'essai, ça va passer, on va dire, très facilement. Je ne m'étais même pas imaginé qu'il pouvait y avoir une problématique. Et puis, en fait, donc, deux types de questionnements se sont passés. Donc, la première réunion a eu lieu dans une salle des fêtes où il y avait plus de 250 personnes. Donc, on s'est dit, ça mobilise quand même, c'est un intérêt. Et donc, on a eu deux grandes vagues de questions. Donc, la première grande vague à laquelle je m'étais préparé, c'est la sécurité. Donc c'est normal. Je veux dire qu'on vient mettre en fait de l'hydrogène à 1 kilomètre de certaines habitations. Rappelez-vous, il y a eu AZF quand même à Toulouse, donc il y a quand même un petit traumatisme. J'ai vécu d'ailleurs AZF, donc voilà, je comprenais. Et puis de manière inattendue, il y a eu une deuxième vague qui a été, on va dire, exprimée en même temps, qui a été finalement la plus difficile à gérer, c'est les opposants. J'ai découvert qu'il y avait des opposants. Alors, je me suis dit des opposants à l'hydrogène. Et en fait, plus ça s'est affiné, plus il y a eu des discussions, c'était des opposants à l'avion. D'accord ? Donc, puisque ce technocampus est très fortement soutenu pour aider Airbus, Safran, Liebherr à réinventer l'avion et aller vers l'hydrogène. Donc, ça n'a pas été facile, parce qu'effectivement, les opposants sont très bien organisé. Donc j'ai découvert effectivement qu'il y avait, avec des arguments des fois aussi qui sont entendables. Donc ça a été très facile de rassurer les gens, finalement d'un point de vue les riverains, d'un point de vue sécurité. Et ça a été assez dur par contre de trouver des arguments face à des gens qui, quand il y a des gens qui sont, et c'est pas un jugement, hein, mais quand il y a des gens qui sont intimement convaincus qu'il faut arrêter de prendre l'avion, et qui se sont structurés en association pour faire ça, vous avez beau dire ce que vous voulez, donc voilà. Au début, il y avait quand même une quarantaine d'associations qui s'étaient portées, qui avaient émis un doute sur la pertinence de faire ce technocampus. Et puis, ça a fini à 3-4. D'accord ? Donc, ça veut dire que les gens, quand ils ont compris ce que c'était, autrement dit, un centre d'essai pour essayer de trouver des solutions, toutes les associations qui étaient là parce qu'ils croyaient que c'était un projet industriel, donc vous voyez déjà le raisonnement, on dit, on ne peut pas empêcher la recherche, on ne peut pas empêcher les gens de trouver des solutions, de chercher à trouver des solutions. Voilà. Je termine l'histoire en disant que tout ça, ça a pesé énormément sur les enquêtes publiques. La troisième enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable. Parce qu'il avait jugé justement que tous les éléments n'avaient pas été bien traités. Alors, à notre décharge, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 2 enquêtes publiques où on a fait le plein à chaque fois. Et lui est arrivé pour redire la même chose. Mais dans le cadre de son enquête, effectivement, il n'y avait pas eu grand monde. Et donc, il l'a pris, je ne sais pas s'il l'a pris personnellement, mais toujours est-il qu'on lui a transmis tous les enregistrements, les vidéos qu'on avait faites dans la première enquête, dans les 2 premières enquêtes, mais ça n'a pas suffi. Et donc, lui, il a conclu, pour faire très court, c'est dans la presse, donc je peux en parler, que, grosso modo, on n'avait pas assez informé les riverains, parce que lui, il n'en avait pas vu, et que pour lui, on aurait pu trouver notre solution, on aurait dû trouver notre solution en dehors de Toulouse. Voilà. Et que c'est une ville traumatisée et qu'on aurait dû trouver une autre solution en dehors de Toulouse. On a beau essayer de essayer de le convaincre que toutes les études de sécurité ont été faites, etc., que
On n'avait pas senti que les riverains refusaient le projet. Bon, toujours est-il qu'il a émis un avis défavorable. Quelle est la conséquence d'un avis défavorable? Eh bien, du coup, c'est le préfet qui tranche et qui peut. Donc, on était encore dans la législation où c'était un avis consultatif, Oui. alors que c'est passé maintenant un avis qui compte dans la décision. Et donc, on a pris 6 mois de délai par rapport à la décision du préfet. Et des actions peut-être il y a eu beaucoup d'accompagnement. Il y a eu beaucoup d'accompagnement, il y a eu beaucoup d'itérations avec le DREAL sur lequel s'appuyait le préfet. Donc finalement, tout ça s'est bien terminé, donc c'est possible. C'est possible. On a eu encore plusieurs articles dans la presse d'associations qui ont exprimé un doute sur l'intérêt de ce technocampus pour tourner vers l'avion. On a essayé de leur dire qu'on n'était pas que vers l'avion, qu'il y avait plein d'applications terrestres, qu'il y avait la production d'hydrogène par électrolyse, etc. etc. Très bien. Voilà. Merci Christophe. Donc voilà ce témoignage. Super, merci. On y reviendra. On a encore quelques questions pour approfondir le cas du Technocampus Hydrogène Occitanie. Je me tourne vers Myriam Merad. Est-ce que Myriam, vous pourriez nous, avec votre regard d'universitaire et de chercheur, analyser les facteurs qui influencent l'acceptabilité sociale des projets hydrogène et comment vous les intégrez dans le projet Heidi? Oui, merci. En fait, si on regarde la manière avec laquelle la réglementation a été construite sur les projets, notamment pour les dossiers d'autorisation d'exploiter, on voit qu'il y a plein de dimensions, entre guillemets, et on reviendra sur cette question d'acceptabilité, qui sont prévisibles dans la réaction locale à des projets nouvellement implantés. Et en fait, ces questions prévisibles, on les retrouve dans les 2 parties du dossier d'autorisation d'exploiter, à savoir l'étude de danger et l'étude d'impact, qui fait qu'il est prévisible que des questions sur des risques accidentels, peu importe le type d'événement qui se passe, soient objet de préoccupation. Il est prévisible aussi qu'il y ait des questionnements sur les pollutions, des 3 milieux, eau, air, sol. Il est prévisible aussi d'avoir des questionnements sur les aspects économiques, sur le portage des projets. Donc on va dire que si on a une lecture informée et en amont de la réglementation, et si on arrive, entre guillemets, à se retrouver dans le dédale des éléments réglementaires, eh bien, on peut, très en amont, préparer les éléments pour ces dossiers et commencer, bien avant le dossier d'autorisation d'exploiter, quand je dis très en amont, ce qui est plutôt souvent sujet à concertation publique, c'est-à-dire très très tôt dans l'idée du projet, même si on n'a pas beaucoup d'informations. Sauf que cette connaissance de ce cycle de présentation des projets et de vie des projets ne sont pas connues de tous. Et on les rencontre au moment où on veut faire passer son projet en local. Et ça devient après une véritable gageure. Il y a un autre élément qui est complètement prévisible, c'est le fait que, et là c'est là où d'une certaine manière la réglementation est peut-être moins bien faite, c'est que si on insère un projet sur un territoire, il vient s'insérer dans une spatialité où il y a un historique de conflit. Et on le retrouvait dans la narration de Christophe tout à l'heure, c'est qu'il y a pas mal d'interrogations sur un type de source d'énergie particulière, sur des choix d'infrastructures, sur la manière avec laquelle ces choix ont été mis en place, et qui veut dire qu'avant même de penser le projet, on ne peut pas le penser que comme une solution technique, il faut voir en quoi il y a un besoin territorial qui émerge. Cette notion d'acceptabilité des risques, elle est devenue un peu un mot en usage au sein des différentes communautés industrielles, parce qu'en fait, on la retrouve souvent, pour ceux qui regardent les études de danger, on la retrouve souvent dans la grille de criticité, où se pose la question du seuil d'acceptabilité. C'est en gros, quelles sont les mesures, d'une certaine manière, à mettre en place impérativement sur certains scénarios d'accident, et quelles sont les autres mesures à ne pas mettre en place. Et cette acceptabilité, c'est quelque chose qu'on n'explicite pas pour des raisons socio-politico-économiques, et qui en fait imbrique des aspects économiques non explicites, des aspects sociaux, des aspects de portage et de gouvernance. Et en fait, quand ce terme acceptabilité arrive dans la sphère publique, il est souvent mal pris, parce qu'il est pris, il sort de son cadrage qui est posé de manière techniciste, et est pris comme une volonté de faire passer la pilule au sein d'acteurs du territoire qui voient arriver le projet
très tard, en tout cas. Alors, très tard, très tôt, rappelez-vous qu'en fait, même si vous avez, pour certains porteurs de projets, l'impression d'avoir fait beaucoup, eh bien, la mémoire collective est fluctuante. On a tous les autres projets qui viennent un peu en interaction avec tout ça. C'est dans cette perspective-là qu'on a répondu à un appel à projet PEPR, hydrogène décarboné. Donc, c'est les grands projets de recherche, d'investissement d'avenir. Tu le rappelais, Olivier, c'est la deuxième fois qu'on pose le projet à 20 ans, plus de 20 ans d'écart, où il y a 20 ans, on se posait la question de la perception et de l'acceptabilité de l'hydrogène. Et là, on se pose la question de quel rapport avec cette transition énergétique avec l'hydrogène décarboné, qui fait que la structure du questionnement ne se pose pas de la même manière. Et on s'est dit qu'on pouvait aller préparer des approches, des méthodes, des réflexes, de manière à fournir à des industriels, à des services de l'État, à des territoires, à des citoyens qui voudraient avoir une lecture critique, eh bien une approche de lecture à 360 degrés des risques nuisances et des risques opportunités. En gros, une lecture de la soutenabilité du projet ou de la filière hydrogène décarboné à l'échelle territoriale. En quelques mots, le projet HyDI, c'est combien de personnes, combien de temps? Donc, le projet HyDI, c'est 14 partenaires allant du CEA, l'INERIS, l'Université de Pau et j'en passe, Air Liquide, voilà, le CETIM. C'est une dotation PEPR ANR de 3,3 millions et si on compte tout le budget, c'est 6,6 millions d'euros. C'est sur 4 ans. Et ça se divise entre de l'analyse territoriale au déploiement de méthodologies qui serait avec un accès un peu à tout le monde, à la visualisation des bases de données sur les bases de données existantes, que ce soit sur les aspects environnementaux, sociaux et économiques. Et puis aussi, et d'ailleurs un appel à vous tous, si ça vous intéresse, aller tester la méthodologie sur des cas pilotes ou la caler sur des cas que vous avez en cours de manière à pouvoir la peaufiner. Très bien, merci Myriam. Je vais passer la parole à Antoine pour le retour d'expérience de Life sur le lancement de projets de production sur site, alors en zone urbaine ou périurbaine. Comment ces projets ont-ils été accueillis et quels ont été éventuellement, avec le regard de Life sur les différents territoires, est-ce qu'il y a des spécificités régionales ou locales particulières que vous avez identifiées ? Bon, je pense que les thématiques abordées très tôt dans les discussions autour de nos projets sont celles qui ont déjà été mentionnées à plusieurs reprises par les intervenants précédents, à savoir évidemment la sécurité. C'est vraiment notre credo, je pense à tous, safety first, c'est fondamental. Ensuite, les impacts, essayer de, autant que possible, éviter et réduire nos impacts et puis communiquer aussi sur la réalité de ces impacts. Et puis la question du coût qui a été mentionnée par Jean aussi et qui me semble fondamentale. Donc on s'efforce de répondre à ces différents points à tous les stades des projets, aussi bien dans les discussions avec les riverains, avec les élus locaux qu'avec les administrations ensuite, qui en plus pour le moment ne sont pas forcément très coutumières de ce type de projet. Donc dans chaque région, justement, puisque tu poses la question, en effet, le travail est à refaire. Alors à chaque fois fort du retour d'expérience qu'on a sur les sites précédents. Donc on est de mieux en mieux armé pour anticiper et répondre de la manière la plus précise possible à toutes ces demandes. Sur la sécurité, ça passe évidemment par la structuration de notre démarche HSE. On s'est beaucoup professionnalisé ces dernières années je le mentionnais tout à l'heure dans notre discussion en aparté. Quand je suis arrivé chez Life, moi il y a 3 ans, on était moins de 70. Aujourd'hui, on est un peu plus de 200. Si on a dû faire croître l'équipe de cette manière-là, c'est aussi parce qu'il fallait traiter de ces aspects-là qui sont, encore une fois, prioritaires pour nous. Et puis, on a aussi travaillé sur de la certification de nos démarches qualité. Voilà, on est vraiment monté en compétence sur tous ces volets-là. Et puis, je pense que quelque chose qu'il est intéressant de mentionner aussi concernant l'expérience de Life, c'est que, comme on le mentionne régulièrement, notre démarche par étapes, le fait de progresser sur notre courbe d'apprentissage en démarrant sur un premier site qui est opérationnel depuis plus de 4 ans maintenant, de 1 MW, pour aller ensuite vers des sites de 5 mégas
à Buléon et Bessières, donc en Bretagne et en Occitanie, puis 10, comme on est en train de construire au Sheila dans la région ici, et on a le même site qui est en cours de construction également en Allemagne. Avant d'aller vers de plus gros sites, ça nous donne aussi la possibilité de faire la démonstration de ce savoir-faire qu'on acquiert au fur et à mesure et justement d'attester, d'illustrer cette capacité à éviter les problèmes de sécurité, à traiter les problèmes de sécurité, à limiter nos impacts et à maîtriser nos coûts, puisque ce sont des projets qui voient le jour, qui sortent de terre, qui sont des réalités concrètes, qui aujourd'hui permettent déjà d'alimenter les besoins de vrais clients. Et donc on pense que tout ça sert aussi à crédibiliser l'ensemble de nos communications sur ces différentes thématiques et donc de nos démarches ensuite vis-à-vis des différentes parties prenantes en local. Sur la manière dont on conçoit nos projets, je parlais tout à l'heure d'évitement. Quand on parle d'études d'impact, on a la fameuse démarche ERC pour éviter, réduire, compenser, que moi je connais bien par ailleurs parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'éolien et j'ai beaucoup appliqué ces choses-là dans le cadre des projets éoliens. Entre parenthèses, on rencontre quand même beaucoup moins d'opposition en local, pour le moment en tout cas, sur nos projets de production d'hydrogène que ce à quoi j'étais habitué sur des projets éoliens. Mais quoi qu'il en soit, on applique donc les mêmes principes. L'évitement, ça passe notamment par essayer d'aller sur des zones dont on sait que l'impact sera moindre. On peut mentionner là dans la région le site de production du Sheila, qui est en train d'être construit sur une ancienne zone de stockage de déchets de l'acierie d'Ascométal, donc sur le site de SLS Actipark Sillon-Alpin, qui a repris la friche industrielle d'Ascométal qui a fermé dans les années, alors je crois que c'était en 2015. Le site a fait l'objet d'une réhabilitation depuis 2017 par son propriétaire SLS, et donc nous on vient exploiter cette zone qui est une zone déjà anthropisée, qui est un site dégradé, donc sur lequel on ne vient pas créer un impact supplémentaire, si ce n'est un impact positif, puisqu'on a même contribué à dépolluer le site pour pouvoir ouvrir une nouvelle ICPE sur ce site-là et déployer notre site de production. Donc ça peut passer notamment par ça. Après, je parlais de réduction des impacts. Là, on peut mentionner l'exemple de ce qu'on fait à Boin, sur notre site historique en Vendée. On a, plutôt que d'utiliser de l'eau du réseau d'eau en local, on pompe de l'eau directement de l'eau de mer, en fait, puisqu'on est juste en bord de mer à Boin, de l'eau qu'on va filtrer, purifier, désaliniser, pour pouvoir ensuite l'utiliser dans nos électrolyseurs avec les niveaux de pureté requis, mais pour éviter de rajouter une pression sur la ressource en eau, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est très important en ce moment et auquel toutes les parties prenantes sur les territoires sont très attentives. Donc on s'efforce de trouver des solutions pour répondre à ces attentes du mieux possible et être les plus vertueux possibles. Après, on sait aussi que les enjeux seront probablement pas les mêmes quand on commencera à travailler sur nos gros projets, puisque là je vous parle de 1, 5, 10 mégas, les prochains c'est 50, 100, peut-être plus, et là on sait qu'on sera probablement confronté à plus encore d'attentes de la part des territoires. Mais de notre point de vue, en tout cas, ça sera une force, encore une fois, de pouvoir s'appuyer sur notre retour d'expérience sur ces premiers projets pour pouvoir répondre du mieux possible à ces questionnements. Vous sentez parfois donc de la résistance ou des besoins d'explication, mais est-ce que vous sentez aussi de l'attraction avec soit des territoires, soit des acteurs qui cherchent à vous faire venir? Est-ce que vous détectez ça aussi quand même? Ça c'est justement une assez grosse différence avec l'éolien, encore une fois. On sent bien qu'il y a, on bénéficie pour l'instant quand même d'une image qui est encore très positive, et on espère qu'elle le restera, mais l'hydrogène vert est perçu quand même est compris comme une solution pour la transition énergétique, même s'il y a des questions qui se posent, encore une fois, sur les différentes solutions, le panel des solutions, notamment pour la mobilité, quels sont les créneaux, les segments du marché sur lesquels l'hydrogène est pertinent ou pas. D'ailleurs, nous, on est plutôt transparent là-dessus. Notre point de vue, c'est que c'est pas nécessairement la panacée pour tous les usages. Néanmoins, il y en a qui ont vocation à être adressés par le biais de cette solution-là. Donc c'est comme ça qu'on communique. Mais quoi qu'il en soit, oui, on sent bien que on est plutôt bien accueillis de manière générale. On est très soutenu en local. Dans la région ici en particulier, on a été vraiment soutenu à toutes les échelles, depuis la mairie du Sheila jusqu'à la région. En passant par la communauté de communes du Grésivaudan, le département de l'Isère.
voilà, les services de l'État aussi en région qui nous ont bien accompagnés sur l'octroi des demandes, des autorisations administratives, pardon, pour lancer la construction du chantier. Donc il y a une vraie attente et c'est aussi une responsabilité du coup que d'être exemplaire par rapport à tout ça pour pas décevoir et apporter les bonnes réponses. Très bien. Donc on entend que se positionner sur un site de transformation d'une friche, c'est quand même un peu plus facile que proche d'un aéroport où il y avait déjà un terreau d'opposants peut-être un peu plus actif. Après là, on a eu la possibilité de faire ça. Je parlais des gros projets. Quand on va dimensionner un projet pour répondre aux besoins d'un industriel fortement consommateur, comme notre projet Green Horizon sur le port du Havre pour Yara, là, on n'a pas d'autre choix que de se mettre à côté du site industriel existant et du coup d'intégrer un territoire qui a une histoire, qui a avec du coup peut-être aussi un passif qui peut expliquer que vous mentionniez AZF tout à l'heure. Oui, c'est du vécu qui complexifie forcément les choses. Oui. Très bien. On va se tourner vers François Dedieu, donc pour H2V. Après nous avoir peut-être présenté quelques mots sur H2V, nous préciser, François, dans vos projets de production massifs, vous articulez des concertations avec les territoires pour justement anticiper ces réticences. Quel est le retour d'expérience que vous avez un peu sur ces concertations et ces échanges avec les territoires sur vos projets ? Oui, alors merci pour la question. En un mot, H2V, on développe des projets de plusieurs centaines de mégawatts et on a commencé assez tôt. On a commencé dès 2018, finalement, le développement des premiers projets, notamment en Normandie. Par ces tailles de projets, on est soumis à des obligations de concertation préalables qui peuvent être ou non, selon la taille, sous l'égide de la CNDP, la Commission nationale du débat public. H2V a toujours fait le choix dès le début, dès 2019, de travailler justement avec la CNDP pour l'organisation et le suivi de ces concertations préalables. Alors une concertation, c'est un peu particulier. C'est pas une enquête publique, c'est bien avant. Et ça arrive dans un moment un peu charnière du projet, c'est-à-dire qu'on a fait la faisabilité, on a commencé à faire des premiers choix techniques, mais tout n'est pas figé. Donc on ne peut pas répondre à toutes les questions. Et cet exercice est toujours un peu délicat. C'est plus qu'un exercice de style, c'est vraiment un test pour l'enquête publique et qui se prépare. Je pense qu'on peut retrouver les mêmes oppositions que pour une enquête publique. Et c'est le premier message que j'aimerais passer en retour d'expérience. Il ne faut pas y aller la fleur au fusil. Ça se prépare énormément. Il y a des cabinets qui nous accompagnent systématiquement sur la préparation de cet atelier, aussi bien sur les documents de communication, sur le choix des mots qu'on va utiliser, sur la façon de s'exprimer vis-à-vis d'un public qui n'est pas forcément connaisseur, mais qui peut être parfois expert. Il ne faut clairement pas sous-estimer les capacités techniques de l'audience. Il y en a qui se sont extrêmement bien renseignés quand ils arrivent dans ces réunions d'information. Et après, trouver le juste niveau de réponse. On n'a clairement pas fini les études techniques du projet quand on arrive en concertation, mais on ne peut pas arriver non plus sans réponse. Donc il faut être resté transparent sur le niveau d'avancement et sur nos capacités à répondre. Ça, c'est la première chose. Deuxième retour d'expérience, donc voilà, H2V, on l'a dit, on a fait 4 concertations publiques, dont la dernière qui s'est terminée il y a quelques jours à Thionville, qui ont abouti jusqu'à présent sur l'obtention de 2 permis. Les 2 autres projets sont à des phases un petit peu moins avancées de développement, donc on n'a pas encore passé ces étapes d'enquête publique. Le retour qu'on en a, c'est aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on avait des projets dans des territoires favorables, dans des territoires où l'industrie est déjà présente. On parle de zone portuaire, on est à Dunkerque, on est à Thionville sur port fluvial, on est à Fos, donc des zones industrielles sur lesquelles naturellement il y a une culture un peu de l'industrie, ce qui facilite quand même grandement la qualité du débat. Néanmoins, il y a quand même des questions qui peuvent être importantes, pas forcément toujours sur le projet lui-même d'ailleurs, mais indirect. Il y a un monsieur qui parlait tout à l'heure du rôle de l'aviation. Voilà. On a ce genre de questions en disant voilà, vous allez produire des carburants aériens pour l'aviation, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il faut prendre l'avion ? Et là, le rôle finalement du débat et de la concertation, c'est de ramener en disant mais en fait, on n'est pas là pour faire un débat politique, nous on est là pour faire un projet. Et ces exercices-là, ça peut rapidement dériver sur finalement une tribune pour des opposants sur des thématiques qui ne sont pas forcément le projet lui-même, mais plutôt des enjeux politiques qui sont un petit peu tierces. Après, les enjeux sur le projet eux-mêmes, on retrouve des problématiques sur la consommation d'eau. Plus le projet est gros, forcément, plus on arrive sur des volumes qui paraissent importants.
sans doute beaucoup plus efficace que sur des petits projets, mais voilà, l'effet taille crée des seuils psychologiques. La sécurité, évidemment. Alors, dès qu'on prononce le mot Céveso, forcément, ça bascule quelque part dans l'inconscient vers quelque chose je sais pas, de particulièrement dangereux. Alors qu'au contraire, c'est je pense, un gage de qualité et de surveillance de la part des services de l'État sur l'installation future. Et puis après, des questions d'acceptabilité plus classiques sur la génération de trafic routier, sur les nuisances, ça peut être le bruit, ça peut être la pollution, les émissions. On retrouve des choses assez classiques, mais qui nécessitent d'être effectivement très bien préparées. Et ça se prépare aussi en amont, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver en concertation publique avec des acteurs qui n'ont jamais entendu parler du projet. Là, sinon, on va dans le mur. Et ça aussi, c'est le retour d'expérience. C'est-à-dire qu'on va voir évidemment les élus, mais aussi si on identifie des associations, soit des associations de riverains, soit des associations qui se sont déjà opposées à d'autres projets industriels, on fait de la pédagogie en amont. La plupart des projets, enfin les sujets qui émergent en concertation, en fait, c'est souvent une mauvaise interprétation des enjeux. Voilà, on nous dit, voilà, vous allez émettre tel type de polluant. Non, c'est faux. C'est faux, mais évidemment, si on n'a pas expliqué suffisamment et en 1 heure de réunion, on n'a pas le temps de tout expliquer, ça peut créer des crispations, ça peut donner l'impression qu'on cache des choses, alors qu'au contraire, on essaie d'être le plus transparent possible dans la limite du secret industriel. Donc voilà, pour moi, c'est la clé, c'est de pouvoir anticiper un maximum. Et puis après, voilà, c'est aussi l'intérêt du débat, c'est qu'on peut pas convaincre tout le monde. Par contre, il faut qu'on ait une qualité d'information qui soit satisfaisante, et c'est ce à quoi veille la CNDP qui suit les débats. Et dans l'actualité d'H2V, la première concrétisation en fait, de ces grands projets, vous les situez à quel horizon ? Alors, si je reprends un peu l'historique, le tout premier projet d'H2V, c'était celui qui était en Normandie, qui a changé de nom depuis, puisque c'est Air Liquide qui a repris la suite et qui a aujourd'hui le projet est en construction. Donc voilà, c'est la première échéance. Et puis finalement, les projets suivants vont arriver autour des échéances 2030 à peu près. Donc on est sur le temps long, c'est que là on fait une concertation, on a fait des concertations l'année dernière pour un projet qui va émerger en 2030. On le disait, hein, effectivement les gens oublient, quand on va repasser en enquête publique au moment du dépôt du dossier, finalement on va peut-être réouvrir des sujets qu'on croyait réglés. Très bien, merci. On finit là la première phase de retour d'expérience, de perception territoriale avec différentes zones, l'Occitanie, Rhône-Alpes, le Grand Est ou les Hauts-de-France. On a pu dresser un état des lieux et le retour vécu par les acteurs sur des exemples concrets. Est-ce qu'il y a des premières questions ou des remarques ? On vous laisse allumer, vous présenter, nom, prénom, profession, et à qui s'adresse votre question. Juste pour préciser que après cette première série de questions, on va passer sur un deuxième focus. Il nous reste encore une demi-heure pour parler là concrètement de leviers plus concrets, de place de la pédagogie, de la transparence et les leviers concrètement qui peuvent être mis en place. Mais je vous laisse vous présenter et formuler votre question, s'il vous plaît. Bonjour à tous, Thibaut Montbel du groupe Socotec. On a l'habitude effectivement de porter ce genre de dossier d'autorisation environnementale de A à Z, et du coup votre partage d'expérience fait vraiment écho à notre expérience, donc merci beaucoup pour ce partage. Ma question serait peut-être pour Monsieur Turpin sur le Technocampus. Si vous deviez refaire ce projet, qu'est-ce que vous feriez différemment pour éviter justement ces problématiques d'acceptabilité que vous avez pu rencontrer? Merci beaucoup. Merci. Très bonne question. On s'était entouré de professionnels, hein, donc on a fait la région avait très bien fait les choses. La région avait très bien fait les choses, donc je ne sais pas, on va dire vraiment répondre à cette question, parce que bon, le centre, comment finalement on a franchi, on a eu l'accord du préfet, le centre se construit depuis février. Et on s'est bien sûr posé les questions. En fait, la position qui nous a le plus interpellé finalement. Bon, les gens qui pensent qu'il faut abandonner l'avion, c'est leur opinion, donc voilà, tout le monde est libre de penser ce qu'il veut. Mais c'est le positionnement du commissaire enquêteur qui nous a questionné en disant: est-ce qu'on a raté quelque chose? Est-ce qu'on aurait pu identifier un autre site en dehors de Toulouse? Parce qu'on s'est dit, si un jour quelqu'un nous pose la question, voilà. Et finalement, on a refait un peu toute l'histoire, tout l'historique, et en fait. Peut-être que le Technocampus n'aurait pas reçu son soutien par le milieu industriel s'il n'était pas à sa position.
dans son position, parce qu'il y a un côté très pragmatique, et on voit bien que quand on commence à être, peut-être qu'on aurait pu identifier des lieux à 30, 40, 50 km de Toulouse, peut-être que ça aurait été plus facile, mais pas forcément, parce qu'on a commencé à regarder aussi du coup on a interféré avec d'autres projets qui essaient de s'implanter plutôt en campagne, et il y a des opposants aussi, parce qu'on vient bétonner, on va dire, des campagnes, etc. Donc peut-être qu'on aurait effectivement échappé à ce constat du commissaire enquêteur en disant vous n'avez pas cherché tout ce qui était possible autour de Toulouse. Mais je pense on s'est convaincu et qu'on aurait eu d'autres problèmes, parce qu'aller à la campagne où il n'y a pas, on va dire, forcément d'activité industrielle, voilà, les gens aussi, ils ont aussi leur opinion. Donc en fait, on s'est convaincu que on a bien fait de continuer là. Il y a tout un tas d'avantages à être localisé ici, à Francazal. On ne pourra pas tout faire. Donc on sait maintenant qu'on ne pourra pas s'autoriser, par exemple, à tester des grosses quantités d'hydrogène liquide. Là, on ne pourra pas manipuler des tonnes d'hydrogène liquide. Mais malgré tout, en rebouclant avec les industriels, qu'on a fait du débriefing, on s'est dit, on recommencerait. S'il fallait recommencer, on recommencerait. Voilà. Très bien, merci pour cette question. Une question ici, on vous laisse vous présenter et formuler une question claire et pour un ou deux interlocuteurs. Bonjour, Michel Graal, Société Chinson. Lors de l'AG de l'association France Hydrogène avant-hier, on a parlé de la communication de l'association. Est-ce que vous pouvez parler plus fort dans le micro, s'il vous plaît? Oui, je dis, lors de l'AG de l'association France Hydrogène, on a parlé d'un plan de communication et de la communication de l'association. Comment vous voyez-vous, effectivement, l'association France Hydrogène comme porte-parole pour aider justement à simplifier peut-être ou à diffuser une vue de l'hydrogène concrète qui lèverait une partie peut-être des idées reçues auxquelles vous êtes confrontés? Alors c'est une bonne question. On va peut-être la mettre de côté parce que ça sera presque dans une logique de conclusion, les dynamiques de collectif. Mais c'est un très bon point. Est-ce qu'il y avait encore une autre question sur éventuellement les retours d'expérience, les cas concrets qui nous ont été présentés? Et je prends votre point du collectif et du rôle de France Hydrogène, mais plutôt en conclusion, une fois qu'on aura eu les retours terrain. Alors je vous propose de passer sur la deuxième séquence, avec, comme on est dans une logique atelier, avoir une dimension encore plus pratique ou pragmatique, si j'ose dire. Comment améliorer l'information et renforcer l'adhésion avec les leviers concrets autour de la pédagogie, la transparence, l'implication citoyenne. Je vais me tourner vers Jean Froin. Quelles sont les actions concrètes que vous avez mises en œuvre pour améliorer l'information du public sur les usages de l'hydrogène dans vos stations? Alors, du coup, je pense qu'il est important de revenir à la genèse d'Impulsion, qui était effectivement, dans un premier temps, de développer 20 stations avec 14 petits électrolyseurs et à destination de 1000 Kangoo. Je pense que la première des actions qu'on a réalisées, ça a été de redéfinir un business qui soit, enfin plutôt un schéma qui soit pertinent. J'ai utilisé 3 fois le mot pertinence tout à l'heure, écologique et économique, etc. L'idée maintenant, c'est que vous en faisiez mention tout à l'heure, de dire en fait, il faut que ça soit dédié à soit un style de mobilité, soit un usage. Et effectivement, aujourd'hui, on passe sur beaucoup de pédagogie. Je pense que c'est un mot qui a été utilisé par mes 3 confrères, mes 4, pardon. Et effectivement, on fait beaucoup de pédagogie en utilisant finalement des indicateurs clés sur, par exemple, la tonne de CO2 évitée, sur les performances réelles des installations en termes de rendement, en termes de disponibilité, tout ça pour justement montrer que, Antoine utilisait le terme tout à l'heure, le terme de montée en puissance et le terme de montée en compétences collectives. L'idée, c'est de montrer de manière très pragmatique que effectivement on y arrive, on est en train d'y arriver. Et donc ça, effectivement, d'un point de vue aujourd'hui vis-à-vis du grand public, on utilise pas mal de newsletters, pas mal de vidéos, mais surtout on se base beaucoup sur le retour de l'utilisateur final. Le retour de l'utilisateur final, c'est quoi? C'est par exemple, on a un gros dossier aujourd'hui avec Keolis et le SMTC à Cournon-d'Auvergne. Il y a 14 véhicules qui tournent avec jusqu'à 16 pleins par jour. En fait, on organise des journées où effectivement l'objectif c'est d'en tirer
à la fin des conclusions. À la conclusion de la journée, il a fait 40 degrés parce que c'était il y a 2 semaines. On a fait 9 remplissages successifs. Ça s'est très bien passé. On était à tant de pourcentage de remplissage du véhicule, etc., etc. C'est de montrer effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui sont toujours à améliorer. Je pense que, ne nous voilons pas la face. Donc l'idée, c'est d'être transparent, mais d'être pertinent tout de même. Et donc c'est de générer des indicateurs et de publier des indicateurs qui sortent un peu finalement de l'illusoire, effectivement de la bulle spéculative qu'on a pu avoir il y a quelques années en disant on va arriver, ça va être génial et on appuiera sur le bouton marche et ça va fonctionner. Là l'idée c'est de faire bénéficier à tous de notre retour d'expérience en disant voilà ça fonctionne. Le deuxième point c'est effectivement d'un point de vue, on travaille conjointement avec aujourd'hui les transporteurs lors des inaugurations qu'on fait. Et finalement, ce ne sont plus tellement des inaugurations en tant que telles, c'est vraiment des inaugurations, mais aussi des portes ouvertes. Donc globalement, l'idée, c'est d'ouvrir nos conteneurs. C'est d'ouvrir finalement cette porte opaque au grand public en disant, regardez, je dédiabolise un peu, on parlait de sécurité, mais finalement, et je crois que, pour avoir visité l'électrolyseur à Bouin, on peut voir l'électrolyseur et c'est absolument, en fait, on sort finalement du mystère pour en fait ouvrir nos portes. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est qui dédiabolise un peu. Donc, globalement, pertinence d'un point de vue sur la partie usage, sur la partie cible. Comme ça, au moins, ça permet à tous de comprendre. Et retour d'expérience et transparence. Vos clients sont des ambassadeurs, vous les formez aussi à être des relais d'opinion, à avoir un bouche à oreille favorable, vous les accompagnez clairement ? Alors objectivement, je parlais tout à l'heure de services à faire, de services à assurer. On ne les forme pas. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on déploie énormément de ressources collectives pour faire tourner les lignes de manière pragmatique. On est rattrapé par le pragmatisme opérationnel qui est de dire, en fait, j'ai l'usager qui attend le car. Si le car ou le bus n'est pas là, en fait, globalement, ça sera un échec collectif. Et donc, l'idée, c'est plutôt que de dire, en fait, on va faire un discours, en fait, c'est de dire, non, basons-nous sur quelque chose. Les bus sont tournés tout le temps. Il fait 40 degrés. Aujourd'hui, on sait que les véhicules hydrogène, à 40 degrés, ou nos installations à 40 degrés, il fait plus de 50 degrés dans nos conteneurs. L'idée, c'est de dire, on tourne et donc d'en tirer en fait tirer à profit finalement l'expérience et le fait que ça fonctionne. Très bien, merci beaucoup. Je vais me tourner vers Christophe Turpin pour le retour d'expérience aussi avec le rôle de ces acteurs scientifiques, parce que vous êtes un site aussi de recherche. Comment vous pouvez contribuer à cette pédagogie autour de l'hydrogène, au-delà de la recherche pour la connaissance? Est-ce que cette recherche, elle a une vocation de diffusion ou locale, nationale ou même internationale peut-être? Alors, juste avant, repréciser quand même que le Technocampus a été porté par la force publique et que la région Occitanie a mesuré toute l'ampleur de la tâche pour n'importe quel porteur industriel pour arriver au bout. Et ça a été très formateur pour eux. Et ils aimeraient bien, on va dire, aider à simplifier le système et à alléger le poids des porteurs industriels. Donc ça, c'est une expérience, c'est une pédagogie subie. Voilà. Par rapport à l'aspect pédagogique, il y a eu un sacré nombre d'engagements qu'il va falloir tenir pris par les élus lors des enquêtes publiques autour des Technocampus pour justement le Technocampus, certes, il y a des secrets industriels dedans, des secrets scientifiques dedans, mais il faut qu'on ouvre les portes. Donc, on va faire à minima une voire 2 journées portes ouvertes où on va essayer de faire venir un maximum de personnes, les riverains en particulier, et on va expliquer ce que c'est l'hydrogène, faire de la promotion, faire de la pédagogie, et puis aussi une élue très importante de l'Occitanie a pris l'engagement que l'on soit aussi transparent que si on était un site Céveso. C'est-à-dire qu'on explique tous les entrants, tous les sortants, les polluants, l'impact sur l'eau, etc. Donc, c'est un indicateur qui n'est pas obligatoire dans notre, vu qu'on est en dessous de 5 tonnes, mais on va devoir le faire pour pouvoir, c'est intéressant aussi, pour pouvoir montrer en fait effectivement notre impact ou limiter notre impact. On est très très attendu, et ça c'est le point le plus dur, je me tourne pas, il y a eu énormément de critiques sur l'hydrogène
parce qu'effectivement le public s'est très très bien renseigné sur l'hydrogène, qui est à l'instant T effectivement pas très propre quand on regarde la production mondiale. Et donc effectivement, le Technocampus se doit d'être vertueux. Et clairement, on va dire, c'est un indicateur très fort que vont suivre les associations. Est-ce qu'on va utiliser de l'hydrogène à minima décarboné, voire vert? En régime nominal, en utilisant 50% des capacités du Technocampus, c'est 1 tonne jour. Donc on n'est pas sur des petits besoins. Donc il y a un vrai travail engagé concret pour, on va dire, que les riverains proches et puis un maximum de personnes sachent ce qui est fait dans ce centre d'essai. Bien sûr, on doit protéger les secrets industriels s'il y a des prototypes, bien sûr, mais c'est un engagement fort qu'on a pris. Donc voilà, donc on a commencé, on participe à un maximum de salons, on va voir, comment on commence déjà sur la plateforme actuelle qu'on a, parce qu'on ne part pas de zéro, comment à faire venir des lycéens, à faire venir même des collégiens, des parents qui accompagnent, etc., pour essayer de promouvoir positivement l'hydrogène et que les gens puissent en discuter avec des arguments, pas que ceux qu'on entend sur certaines chaînes, mais aussi des arguments, on va dire, factuels. Donc, on est missionné par la région pour essayer de promouvoir au maximum l'hydrogène, mais dans le sens de démystifier toutes les idées qui sont des fois souvent exagérées par mes connaissances autour de l'hydrogène. Voilà. Vous produisez aussi des travaux scientifiques pour une lisibilité internationale avec des publications en anglais de vos activités, vos équipements, vos travaux? Alors, le Technocampus est basé donc sur une vingtaine d'années de recherche des 4 laboratoires que je peux citer, le Laplace, l'IMFT, le LGC et le CIRIMAT. Donc c'est à peu près une 60aine de chercheurs depuis une vingtaine d'années qui publient de nombreux articles, donc allant des matériaux jusqu'au système. Donc c'est ça qui a permis, on va dire, d'asseoir la crédibilité de ce Technocampus. Sinon, on va dire, ça serait un autre projet. Donc effectivement, ça c'est une autre phase, je dirais, mais que je qualifierais fait classique. Si les chercheurs ne publient pas, effectivement, je pense qu'on manque à notre devoir numéro 1. Mais en tout cas, le Technocampus rayonne beaucoup. Grâce aux industriels, notamment Airbus et pour ne pas le citer, je rencontre beaucoup de projets similaires, notamment en Allemagne. Et on constate qu'à chaque fois, c'est un peu le même modèle. Donc, c'est souvent les industriels qui portent, pas la force publique, mais c'est toujours basé sur un binôme recherche universitaire qui a fait ses preuves et des envies de développer au niveau des industriels. Donc on n'a pas à rougir, par rapport à ça. Et par contre, ce qui m'a frappé, je peux peut-être le dire quand même là, c'est par rapport à l'Allemagne, c'est qu'eux, ils ne se posent pas de questions en dessous de 5 tonnes. Et ça, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, on va dire, comment la problématique auquel on a été soumise, parce qu'eux, en dessous de 5 tonnes, ils n'ont pas besoin des autorisations. Deuxième chose, un autre exemple, nous, on a fait que des toits soufflants pour pouvoir, on va dire, contenir en cas d'explosion. C'était demandé, on va dire, c'était quasiment exigé par l'Adréal. En Allemagne, il n'y a aucun toit soufflant, il y a des panneaux photovoltaïques sur tous les toits. Donc, il me semble bien que les Allemands ne sont pas déraisonnables. Il me semble bien qu'on fait partie du même continent, de la même union. Et j'avoue qu'ils m'ont dit, on est content de mener notre projet en Allemagne. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir quand même se poser comme question. Et je vous disais, les politiques de l'Occitanie s'en sont rendus compte parce qu'ils participent souvent à ces rencontres. Ce n'est pas normal qu'on ait des écarts si grands sur 2 pays qui sont d'un niveau technologique similaire et qui sont censés répondre quand même globalement aux mêmes normes. Mais c'est une réalité de terrain aussi, et donc le parcours du combattant n'est pas le même. Merci beaucoup, Christophe. Myriam Merad, sur le regard là, de l'outillage méthodologique et scientifique, est-ce que vous recommandez certains outils ou certaines méthodes pour favoriser une meilleure implication citoyenne, en tout cas de parties prenantes plus diffuses, dans les phases amont? Quelles sont un peu les recommandations que vous souhaiteriez partager sur cette implication citoyenne? Oui, en fait, tout est une question de confiance. Vous voyez qu'on ne va pas fonctionner de la même manière selon que la confiance est rompue ou qu'elle est sur laquelle, ou une confiance sur laquelle on n'a pas pour le moment porté un jugement. Si la confiance est rompue, alors la démarche est un peu plus lourde.
cette démarche est d'autant plus lourde qu'il faudrait faire en sorte d'avoir des méthodes de co-construction ensemble d'un certain nombre de choix qui vont se faire en local. Dans les projets de génie civil, avant, il y avait ce qu'on appelait des variantes. C'est-à-dire, avant de proposer un projet, on proposait 3 options pour voir en fait quels étaient les avantages et les inconvénients de chaque option, et puis on en discutait. Ça donnait l'avantage d'avoir quelque chose qui est moins fermé, ou qui donne l'illusion d'être moins fermé, et ça poussait aussi à lancer la discussion après, sauf pour les grands projets où l'État avait décidé, la possibilité de voir celui qui arrivait au meilleur compromis à la fois technique, environnemental, social et autres. Maintenant, quelle pourrait être effectivement cette alternative sur les projets? C'est ce sur quoi on a développé une méthodologie. C'est une méthodologie d'évaluation multicritères et multi-acteurs. Multicritères, c'est un peu les indicateurs dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de voir quelles sont nos métriques respectives, qu'elles soient qualitatives et quantitatives, qui comptent pour nous à la fois ceux qui sont dans le système technocratique, mais aussi pour les citoyens. Donc mettre à plat ces indicateurs une bonne fois pour toutes et faire le 360 degrés de la sphère soutenabilité ou CRD, Corporate Social Responsibility, pour ceux qui font de l'évaluation extra-financière pour les entreprises, ce qui s'applique aussi aux projets. Et donc, au-delà de ces métriques, c'est faire en sorte aussi de poser l'évaluation soit sur le seul projet qui se pose, soit sur des options de projet. Alors c'est encore mieux parce que quand on regarde les processus de débat public, l'idée c'est de discuter de la faisabilité du projet et de voir quelles sont les alternatives. Petit aparté, je suis aussi garante pour la CNDP, donc j'ai été aussi sur des débats publics ou garante de la concertation plus largement, indépendamment de ces PDP. Donc on peut l'anticiper et prendre en amont sur les projets ces designs et se dire que tiens, ça vaudrait le coup d'anticiper des variantes du projet de manière à les soumettre à discussion et les affiner les unes les autres. Et puis après, c'est de poser une co-évaluation. Et là, il y a beaucoup, de la même manière qu'il y a, au-delà de l'approche de gouvernance dont je parlerai tout à l'heure, il y a aussi, de la même manière qu'on évalue du quantitatif, on peut faire de la mathématique du subjectif. On va l'appeler comme ça. Et donc, il y a une manière de faire se positionner, si on a 3 personnes autour de la table ou 500 personnes, à partir du moment où on s'est mis d'accord sur des indicateurs et sur des objets à analyser, de faire une co-évaluation. Et cette co-évaluation n'est pas une finalité. L'idée, c'est de discuter sur pourquoi on a des écarts d'évaluation et qu'est-ce que ça amène de co-mise en place de mesures ensemble, de manière à réduire un écart de savoir ou de savoir-faire. Maintenant, que la confiance soit rompue ou sur laquelle on n'a pas posé un jugement, eh bien, mais vous le rappeliez tous autour de la table, finalement, c'est une question de transparence. Et au-delà de ça, pour reprendre le jargonnage anglais, parce que le terme français est moins précis, c'est accountability, c'est rendre des comptes. Il ne suffit pas de partager, il faut dire comment on a fait. Et vous l'avez dit avec vos mots, vous l'avez déjà un peu mis en place. Et effectivement, ces indicateurs, ils vous permettent de voir ça. Maintenant, on va toucher à quelque chose qui est moins de l'évaluation, c'est la manière avec laquelle on implique. Vous voyez bien, plus on est impliqué en amont, bien sûr, il y a les processus Code de l'environnement, donc prévoir avec la CNDP un certain nombre d'implications en local de citoyens, mais indépendamment de ce que dit le Code de l'environnement, vous voyez que plus vous impliquez en amont, mieux c'est. Y compris des opposants radicaux. Parce oui. que c'est directement, si on veut anticiper, impliquer, on va faire rentrer des gens qui sont philosophiquement peut-être opposés à certains projets. C'est le principe même d'un débat et d'une implication. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, à la fois, ça se questionne cet écart avec les Allemands, mais en même temps, on voit qu'on a une autre culture française, et on reviendra à la question des politiques publiques, qui est un autre aussi sujet très intéressant, parce qu'il induit certaines conflictualités. Mais l'effet même du débat public, c'est créer des gens impliqués. Et qui dit impliqué et informé, plus vous savez, plus vous pouvez vous opposer. Mais en même temps, mieux vaut l'avoir en termes de coût, mieux vaut avoir une opposition très tôt que de l'avoir au moment de la mise en place du projet.
si vous faites des retours d'expérience sur des médiations même au sein des entreprises, ça vous coûtera plus cher. Donc maintenant, ces opposants. Ça dépend, en fait, il y a toute une ingénierie de la concertation. Les opposants, par rôle, en fait, dites-vous que tout est une arène. Pourquoi on les appelle des acteurs? On est tous des acteurs, parce qu'on a des rôles à jouer dans des arènes. Et s'ils sont en débat public, ben forcément, leur rôle, c'est de faire passer un certain nombre de messages. Qui ne veut pas dire qu'ils vont se comporter de la même manière en dehors de cette arène. Et donc, tout le jeu, et je dis le jeu, c'est de recréer des conditions, et c'est l'un d'entre vous qui l'a dit, de coopération avec ces acteurs. C'est de voir qu'est-ce que l'on peut construire et renouer la confiance. Et aussi décentrer du projet, parce qu'on est tellement, pour les porteurs de projets, centrés sur les projets, qu'on croit que toute opposition, c'est sur le projet. On le voyait, certaines oppositions ne sont pas sur le projet. Elles viennent s'exprimer sur le projet, mais elles sont construites autre part. Philosophique. Et effectivement, pouvoir recréer une maïotique des liens pour retrouver à qui s'adresse le message, ça c'est intéressant. Des fois, ça s'adresse à la région, des fois aux porteurs du projet opposant, à la collectivité ou à l'État des fois, tout simplement. Par exemple, cette question de faut-il un aéroport ? C'est à l'État de lancer le grand débat, c'est pas sur le projet. Donc ça permet aussi de mettre à plat ceux qui devraient être envoyés en question au bon interlocuteur. Merci. Deux dernières questions à nos industriels. Antoine Decoux, avez-vous expérimenté des formes innovantes de concertation ou de dialogue local et est-ce que vous voulez les partager avec l'auditoire ? Oui, tout à fait. Alors, je vais peut-être déjà revenir sur ce qu'évoquait Jean. Je te remercie tout à l'heure à propos de notre site de Bouin, qui est notre site historique, qu'on avait vraiment, dès le début, conçu comme une vitrine du savoir-faire de toute la chaîne de valeur de la production d'hydrogène. Et donc, c'est un site qu'on a beaucoup fait visiter, qu'on continue à faire visiter et qui a été conçu comme ça. Donc, en effet, il y a une grande vitre qui permet de faire venir des visiteurs au plus près de la zone de production et d'avoir une visibilité sur l'ensemble de ces maillons. Et donc, c'est très, très pédagogique. Et c'est un outil très puissant, le fait de montrer des choses concrètes qui fonctionnent. C'est, je pense, en termes de concertation, c'est quelque chose de très précieux. Je l'ai vécu là encore pour refaire le parallèle avec l'éolien. Emmener des gens sur un parc éolien, c'était finalement ce qu'il y avait de plus direct et de plus constructif, je trouve, en termes de concertation. Et puis ensuite, plus récemment, on a aussi mis en œuvre un nouvel outil qui est le financement citoyen, puisqu'on a lancé une opération il y a quelques semaines pour financer 3 de nos sites déjà construits, plus un site en construction qui est le site du Chéla, qui, via une plateforme de financement citoyen qui s'appelle l'ITA, on s'était fixé pour objectif d'atteindre un montant de 2,5 millions d'euros. Et il se trouve qu'il a été atteint plus rapidement que ce à quoi on s'attendait. Donc la campagne est close maintenant. Mais fort de ce succès, on pense qu'on aura l'occasion de relancer des campagnes comme celle-ci pour d'autres projets. En tout cas, c'est un outil qui permet aussi de faire de la pédagogie, de sensibiliser à ce que sont nos projets sous un angle un peu différent, d'intéresser aussi plus directement les gens à nos projets. Ça répondait à une demande qui nous avait été formulée à de nombreuses reprises depuis la création de Life, depuis le début de nos projets. Et on est très heureux de voir que ça a bien marché. Et donc ça atteste encore une fois à la fois la crédibilité, aussi la confiance que les gens ont dans notre démarche, parce que pour aller mettre de son argent dans des projets comme ça, il faut quand même y croire. Et puis de l'intérêt que suscite la production d'hydrogène, et puis au-delà de la production, tout l'écosystème qu'on cherche à mettre en valeur au travers de ce genre de démarche. C'est peut-être une recommandation pour France Hydrogène de lancer des campagnes de crowdfunding pour des projets, pour gagner de l'engagement et de la visibilité dans les projets. Tout à fait. Et après, je pense aussi, nous, on est très attachés à communiquer sur l'exemplarité de notre démarche environnementale, notamment sur le fait qu'on produise de l'hydrogène vert. On met beaucoup ça en avant.
Et je pense que pour couper court notamment à des débats qu'il peut y avoir sur le fait que, et c'est une réalité aujourd'hui, l'essentiel de l'hydrogène qui est produit et consommé en France et même dans le monde, c'est de l'hydrogène gris qui est fortement émetteur de CO2, il n'y a pas mieux que de dire l'hydrogène vert, en fait, c'est pas pour demain, c'est tout de suite, ça existe, c'est disponible ici en France et en plus avec une entreprise française. Donc croyez-y et voilà, suivez-nous dans cette aventure-là. Alors, ce sera la transition pour la dernière question vers François de Dieu. S'il y avait une sorte de belle histoire ou un récit mobilisateur, quelle est la belle histoire que vous avez envie de raconter et qui donnerait envie de, non pas d'avoir des opposants, mais des forces motrices avec vous? Oula, c'est... je pense que je vais revenir sur quelque chose. On ne peut pas convaincre tout le monde, en fait, déjà. Je pense qu'on peut justifier, et ça fait partie des premières questions, pourquoi un projet quand on arrive sur un territoire, pourquoi ce territoire-là, pourquoi est-ce que c'est le meilleur endroit pour le faire. Je pense que déjà, si on arrive à faire passer ce message-là, en disant, voilà, cette zone, cette région, cette commune... Qui intègre les derniers travaux que je viens d'expliciter, qu'on devrait transmettre là dans les semaines, les jours ou les semaines à venir, avec un objectif de pouvoir engager les consultations officielles et formelles à l'automne 2025. Parce que du coup, une fois la partie technique, échange technique réalisé, on a un ensemble de processus obligatoires qui doit être mis en œuvre avec des consultations, que ce soit partie prenante, publique, et le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Voilà. Merci beaucoup pour ce mot de la fin et merci à tous les 6 pour vos interventions. On va passer aux questions et réponses ou des réactions sur la potentielle utilisation de cet hydrogène moins propre. Moi, j'ai 2 petites questions en complément de ce que vous disiez. Donc, ça nous amène à quelle date? Et est-ce que c'est signé par un ministre ou par plusieurs? Alors, c'est un texte signé uniquement par un seul ministre. C'est le ministre en charge des installations classées pour la protection de l'environnement. Des transports ou... Non, c'est le ministre de l'Environnement. D'accord. Après, ces textes-là sont signés par délégation par le directeur général de la prévention des risques dans l'état actuel du gouvernement. Donc c'est un seul ministre. Après les processus de consultation, c'est quelques mois. Parce que du coup, il y a la consultation des parties prenantes, c'est un peu moins de... Enfin, c'est 2 ou 3 semaines. La consultation du public, c'est 3 semaines. Et après, il y a le passage en commission. Donc ça pourrait arriver sur un texte en fin d'année. Noël, quoi. Cadeau de Noël. Et j'ai une deuxième question. J'ai rien entendu sur le comptage et l'interopérabilité. Alors ça, c'est plutôt un enjeu qui est géré par les exploitants de stations. Nous, sur la partie station, ce qu'il faut, c'est qu'on soit en termes de comptage réglementaire, c'est-à-dire que la mesure légale soit normée. Donc ça, c'est ce qui est en place. Après, la partie paiement, ça, c'est géré par l'opérateur et en fonction station par station. Et je pense qu'on peut vous répondre au niveau des opérateurs parce qu'on travaille ensemble avec Aurélie pour permettre donc nous à nos poids lourds, puisque on est sur une technologie encore 350 bars et que vous avez le double niveau de pression en fait en termes d'exploitation 350 et 700 bars, puisque nos poids lourds effectivement peuvent accéder donc aux stations i7Co. Alors on n'est pas totalement interopérable, je dirais on est interopérable à la mano, c'est-à-dire qu'on s'envoie encore en fait voilà des éléments papier pour pouvoir permettre en fait les pleins et puis ensuite les refacturations. Mais je pense que c'est quand même une belle étape déjà de franchie, puisqu'on se voit aujourd'hui en fait que sur l'Île-de-France, le réseau se développe bien, notamment en fait du fait de votre initiative. Et quelque part, c'est ce qui est nécessaire en fait. On parlait de disponibilité du véhicule, mais il faut aussi disponibilité du réseau. Qui dit fiabilité des stations dit aussi redondance en fait du réseau pour assurer en fait le niveau de disponibilité du maillage au global. En tout cas, l'interopérabilité est un excellent sujet, effectivement, pour massifier les usages. C'est quelque chose qui est primordial et qui est entamé aujourd'hui entre différentes régions. Nous, entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Île-de-France, on a un accès avec impulsion aujourd'hui aux stations du réseau. Donc, c'est quelque chose qui s'ouvre et qui est primordial, bien entendu, pour aller cibler les clients usagers finaux pour qu'ils puissent accéder aisément à l'ensemble des stations du territoire sans devoir contacter chaque opérateur un à un. Et parce qu'il y a de nombreux opérateurs de stations et heureusement parce qu'on a besoin de densifier le maillage de stations, mais c'est un enjeu d'aujourd'hui d'aller chercher ces interopérabilités et de les valider entre tous les opérateurs de stations. Une dernière question. Oui.
Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce que vous disent vos clients utilisateurs une fois qu'ils ont expérimenté vos véhicules, leur niveau de satisfaction, éventuellement d'insatisfaction, et peut-être plus précisément, parce que c'est souvent une question qui est posée, comment l'hydrogène se compare à la batterie. Est-ce que éventuellement vous avez des clients qui ont eu l'occasion de goûter les deux technologies et quel retour vous ont-ils fait? Très intéressant. Je me permets de prendre la parole avec 800 véhicules exploités auprès de clients professionnels. On entend souvent des clients dire que le passage à l'hydrogène est facilité parce qu'on a toutes les habitudes du thermique, un plein très rapide, une autonomie assez similaire au thermique, avec tout le confort de l'électrique. Pas de bruit, pas d'odeur, pas de vibration, zéro émission, et c'est quelque chose qui est très important dans les retours clients aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un vrai manque de pédagogie sur l'hydrogène. C'est quelque chose qui est très peu connu, même auprès des gestionnaires de flotte qui travaillent et qui évoluent pour les mobilités au sein de leurs entreprises. On a un besoin de pédagogie. Aujourd'hui, on fait énormément d'événements sur station pour montrer un plein d'hydrogène, pour démontrer le 3 à 5 minutes sur du véhicule léger, pour faire essayer les véhicules. Et en fait, c'est un véhicule très classique, silencieux parce que c'est un véhicule électrique à hydrogène et que vous avez les habitudes que l'on a depuis des dizaines d'années sur le thermique. Donc c'est quelque chose qui est très bien accepté, qu'on a besoin de prouver et qui passe par là. Mais en tout cas, on a de très bons retours. Dans les retours dans les freins, ça faisait partie de la question également. On a souvent le retour du maillage station, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas adresser toutes les flottes entreprises. On va adresser des flottes captives autour des stations qui vont avoir une tournée autour des stations hydrogène ou un local d'activité autour de la station hydrogène, et c'est ces flottes que l'on va adresser prioritairement. On ne peut pas répondre à tous les usages aujourd'hui. Et j'ai oublié la fin de la question. Il y avait un dernier point. Ça y répond, mais s'il y avait une comparaison avec des clients qui utilisaient éventuellement en batterie, mais Oui, bien sûr qu'on a la comparaison, mais c'est bien une complémentarité. On va adresser simplement, c'est par rapport à l'usager final, on est complémentaire, on reste sur du zéro émission, c'est un véhicule électrique à hydrogène au lieu d'être un véhicule électrique à batterie, c'est simplement la technologie qui diffère, on va être sur les mêmes avantages, simplement la grande différence c'est le plein très rapide et l'autonomie, donc on va aller chercher des flottes entreprises qui ne peuvent pas installer de bornes sur les domiciles des collaborateurs, qui ne peuvent pas installer de bornes sur les parcs entreprises, ou qui ont des tournées intensives, que ce soit en termes de temps ou de kilomètres d'ailleurs, qui n'ont pas la possibilité de s'arrêter en journée, qui n'ont pas la possibilité d'arrêter un véhicule à l'exploitation pour charger leur véhicule électrique, ou qui font beaucoup de kilomètres et qui vont aller chercher du coup l'autonomie de l'hydrogène qui est accrue et supérieure aujourd'hui à un véhicule électrique à batterie. Et pour compléter le propos d'Aurélie sur du coup, les conducteurs plutôt en fait, de poids lourds, le ressenti en fait est le même, que ce soit des artisans ou des conducteurs. Ils vivent dans leur véhicule en fait une bonne partie de la journée et aujourd'hui en fait ils apprécient à la fois la souplesse, le confort, l'absence de bruit, comme tu le dis. En particulier nous, donc, on travaille en fait pour le transport de matériaux de construction. Donc, si vous avez la chance, d'avoir un chantier en fait chez vous sur le sud de la région parisienne, il se pourrait en fait que vous soyez livré avec un véhicule en fait hydrogène pour reconstruction de matériaux. Si vous allez chercher ces matériaux de construction dans une enseigne Orange, vous êtes livré en fait par ce qu'on appelle un véhicule en fait porteur plateau grue. Donc c'est en fait un camion 26 tonnes qui va avoir en fait un plateau juste en arrière en fait de la cabine du camion avec une grue. Et cette grue par exemple va venir vous livrer en fait des parpaings, des palettes, des sacs de sable, etc., etc. Il faut savoir en fait que pour ces conducteurs-là, souvent en fait au-delà en fait de faire la livraison, ils vont venir aussi vous déposer en fait les matériaux. Et donc la grue en fait sur un véhicule thermique fonctionne même à l'arrêt et ça prend en fait donc cette énergie qui est le diesel. Donc ça fait des vibrations, ça crée en fait des émissions même à l'arrêt pour pouvoir utiliser la grue. Et aujourd'hui sur un véhicule totalement zéro émission, il n'y a plus d'émissions, donc il est à côté de sa grue, il est en fait dans un confort en fait d'usage qui lui permet justement de ne pas respirer en fait toutes ces vapeurs et tous ces gaz d'échappement. Il a moins de vibrations en fait sur la grue et il est toujours en fait aussi précis et toujours aussi efficace. Donc c'est vraiment un confort en fait au niveau des conducteurs. Et pour tout vous dire, en fait c'est un élément de fidélisation dans les sociétés de transport. On sait aujourd'hui qu'au-delà en fait, de tous nos sujets qui sont des sujets en fait d'économie, dans le secteur du transport aujourd'hui en fait en France, en Europe, on manque en fait de conducteurs et souvent en fait ce sont des éléments de fidélisation. Vous avez en fait des conducteurs qui passent à l'électrique, qui passent à l'hydrogène, qui n'en reviendront plus, sauf si en fait leur employeur en fait bien sûr les oblige. On a même en fait pendant l'été souvent en fait un petit jeu entre le conducteur en fait et son remplaçant pendant en fait ses congés parce que visiblement il a peur en
fait qu'on lui rende pas en fait son camion à l'issue de ses vacances, donc il a tendance en fait à cacher les clés. Voilà. Donc voilà, l'expérience en fait c'est vraiment très positive et sur le fait en fait de la comparaison avec l'électrique à batterie, pour tout vous dire, sur l'agence à laquelle on a livré ce véhicule porteur plateau grue, donc qui fonctionne en hydrogène, ils avaient aussi en fait bénéficié donc de l'achat dans cette agence-là d'un porteur plateau grue électrique. Voilà. Sur le porteur plateau grue, en fait, tel qu'on le pratique, on fait, alors sur ses missions en fait journalières, il fait en pointe quasiment. Certains jours, il a dû pointer en fait à faire 360 km en fait dans la journée sur un plein. Ça fonctionne très bien en utilisant aussi la grue parce que on consomme en fait de l'électricité, on consomme de l'hydrogène pour pouvoir aussi en fait permettre à la grue de se mouvoir. Je peux vous dire aujourd'hui en fait que le véhicule électrique en fait reste sur parc en fait de l'agence, qu'il n'est pas du tout utilisé parce que tout simplement, alors certes c'est sans doute aussi en fait quelques premières générations en fait de poids lourds, mais ces véhicules en fait ont seulement en fait dans cette configuration plateau grue au grand maximum 150 km d'autonomie. Donc vous voyez en fait que finalement on n'est plus en fait sur cette dichotomie théorique de dire on est sur l'usage de l'hydrogène, forte autonomie, besoin énergétique, etc., etc. On est là dans la réalité aujourd'hui. Et lorsqu'on interroge la filière transport, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas nous qui allons décider en fait de leurs usages, c'est plutôt eux dans leurs opérations qui vont trouver justement en fait les moyens de production. Parce que ce sont en fait des matériels roulants qui sont des investissements pour eux, qui doivent dégager de la rentabilité. Et donc tout ce qu'on se disait en fait tout à l'heure pour pouvoir passer à l'échelle, c'est qu'il faut pouvoir travailler sur le prix des véhicules, le prix des carburants, le prix de ces entretiens, parce que tout simplement on est en fait dans le milieu économique et on n'est pas là en fait juste pour faire des projets pilotes, puisque si on était sur des projets pilotes, je pense que on se verrait peut-être pas en fait l'année prochaine. J'ai complété sur la partie autocar, puisque nous, on a eu la chance d'opérer l'année dernière lors des JO une flotte d'autocars hydrogène par un opérateur qui avait l'habitude d'opérer des véhicules électriques. Donc clairement, je reviens sur la même conclusion qu'Aurélie, ça reste un véhicule électrique. Donc les chauffeurs sont très contents de l'agrément, du silence, du confort du véhicule électrique. La seule différence, c'est que au lieu d'immobiliser le véhicule toute la nuit pour la recharge avec un opérateur qui doit surveiller les recharges et l'immobilisation de personnel de 2 personnes pour éviter le travailleur isolé, il faisait une recharge de 15 minutes à la pompe le matin. Donc on a vraiment cette flexibilité, au-delà du fait qu'on avait un léger sur-autonomie par rapport à l'électrique. Alors on est dans du rétrofit où on est un petit peu contraint sur les autonomies également, mais on était capable, en tout cas l'opérateur nous dit qu'il était capable de prendre des risques qu'il n'aurait pas pris avec de l'électrique, notamment sur du grand routier. On avait une ligne qui faisait le tour de Paris et qui amenait des personnes à Dreux, qui faisait le retour. Et donc en électrique, l'opérateur nous a dit qu'il n'aurait pas forcément pris le risque de le faire en électrique, surtout dans les périodes de forte canicule. Donc on voit vraiment l'intérêt et la complémentarité avec l'électrique à batterie. Moi j'ai le sentiment qu'il y a même peut-être une meilleure appétence pour l'hydrogène que pour l'électrique, en tout cas sur les métiers qu'on voit, parce que c'est une technologie un peu de pointe et que mine de rien, je crois que dans le camion, c'est vrai, ils sont fiers d'avoir la dernière technologie de pointe. On sait que dans le transport routier de marchandises, ils ont des camions neufs tous les 4 ans parce qu'ils sont contents d'avoir la dernière version du camion. Aujourd'hui, quand vous leur mettez une technologie hydrogène dans les mains, ils sont fiers parce qu'ils ont la dernière technologie à date. Et ça, pour moi, c'est aussi un argument pour des chauffeurs. Le prix est aussi un sujet après pour la personne qui paye. Et nos camions sont très beaux. Voilà. Vous aurez l'occasion en fait de voir en fait nos véhicules pendant la visite de site. Alors, je fais le petit moment publicitaire quand même, puisqu'on est sur le parcours en fait de visite 3. Et nous avons aimablement été invités et autorisés par France Hydrogène de faire partie en fait de ces visites de site. Donc soyez nombreux en fait demain dans toutes les visites de site. Placement publicitaire. Dernière réaction. Placement additionnel, il y a aussi organiser une visite de la station de Salaise-sur-Sanne, accompagnée de la visite d'Ivico. Mais c'était pas mon point. Le point, c'était par rapport à la question sur les freins, les contraintes. Je pense que là, on parle de fiabilisation et c'est clé, parce que je pense que c'est vraiment une contrainte aujourd'hui. C'est que on est encore sur une technologie qui a besoin d'être fiabilisée. Et donc, on a beaucoup parlé pendant cette 7h30, donc je ne vais pas revenir sur les éléments qu'on met en place pour ça, mais pour moi, c'est un élément clé. Travailler sur la fiabilisation. Et après, aussi travailler sur ce qu'on appelle les corridors, parce que quand on regarde en France la carte des stations, il y a effectivement en Ile-de-France, il y a une forte densité. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une forte densité. Par contre, pour faire Paris-Lyon, là, c'est plus compliqué. Donc, si on veut favoriser
et accélérer la montée en puissance, il faut absolument qu'on travaille sur une densification, mais sur les corridors pour permettre aux gens qui utilisent de l'hydrogène d'utiliser un des gros avantages qui est l'autonomie. Mais l'autonomie, elle porte un avantage aussi si on est capable d'utiliser le véhicule sur un corridor. Et par contre, se lancer sur un Paris-Lyon en se disant bon, j'espère que je vais arriver jusqu'à Lyon. Non, vous n'êtes pas d'accord, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que de manière générale, la densification des corridors est un point très important. En véhicule léger, en tout cas, on le fait sans souci et on le fait tous les mois, voire 2 fois par mois, parce qu'on a beaucoup de développement de Rhône-Alpes. Mais en tout cas, sur du véhicule léger, ça se fait sans souci. Aujourd'hui, on a 650 km, donc même sans station sur le corridor, on a. Oui, mais je pense qu'un utilisateur diesel, on lui dit tu pars de Paris, tu vas à Lyon et tu as 0 station entre Paris et Lyon. Ça crée quand même une sorte d'appréhension. On est peut-être dans un public de personnes qui sont enclins à le faire et tout, mais je veux dire, pour massifier, densifier et essayer d'aller vers encore une fois, le cas d'usage, pour moi, l'utilisation du véhicule hydrogène doit être le même, sans contrainte, de se dire, je suis capable de faire le plein parce que je sais que sur ma route, j'ai 2-3 stations au cas où il y a un problème ou je sais pas. Donc, c'est plus pour ça, mais après, je suis d'accord. Ça peut rassurer. Voilà, c'est plus un effet rassurant, mais qui sera un élément, à mon avis, déterminant dans l'accélération ou dans la massification. Je pense qu'on parle en fait de la même chose, c'est-à-dire que les véhicules en fait en léger sont déjà en technologie 700 bars, ce qui permet effectivement de faire ces corridors, de faire donc Paris-Lyon et puis ensuite d'aller à Marseille, puisque vous avez les autonomies en fait jusqu'à 600 km. Sur les véhicules lourds, en fait, pour le moment, sur le transport de marchandises, on est en 350. Vous avez pu déjà passer en fait en 700. En 350, on fait 400 km chargés, pleine charge, donc avec 40 tonnes en fait sans problème. Et donc du coup, pour faire Paris-Lyon, effectivement, on a besoin au moins d'un point en fait intermédiaire en avitaillement. Et puis après, il y a un certain nombre de cargaisons en fait que transporteur qui peut être sensible d'un point de vue sécurité. Et donc il faut surtout qu'il n'y ait pas en fait d'arrêt possible. En 700 bars, ce qui sera en fait possible avec les stations d'avitaillement que vous proposez à terme, c'est de pouvoir avoir ces corridors effectivement qu'on sache parcourir donc d'une seule traite et d'avoir en fait le plus d'autonomie et d'avoir ce cas d'usage où on est sur la longue distance, quoi. Et je vais faire une pub parce qu'il n'y a pas que le Lyon-Paris, le Lyon-Clermont marche bien aussi, puisqu'il y a aussi les stations à Clermont. Donc je sais que Yves, tu le fais régulièrement aussi. Donc voilà, donc il y a venir de Paris en province avec de l'hydrogène, c'est faisable en véhicule léger et c'est bientôt faisable sans problème avec un véhicule lourd. En 700 bars, on approche les 500 km, un Paris-Clermont ou un Paris-Lyon, 500 km, on le tient, quoi. Merci à tous les 6, ils sont inarrêtables une fois qu'ils sont partis. Merci à tous pour votre attention et merci à tous les 6 pour vos interventions. Bon appétit. Yann Collin, il m'a dit il a un semi-remorque qui part de Cergy tous les semaines avec des sacs Vuitton, je sais pas quoi.